La pâtisserie est un perdant sans valeur et faible qui travaillait comme un aspirant Willy Wonka et créait des statues de sucre pour la gloire dans l'espoir de devenir un jour une royauté culinaire. Cela a changé lorsque les seigneurs d'Isekai en ont décidé autrement. Et lors d'une de ses sessions en direct de Hell's Kitchen, il a trouvé sa fin après que Statue-kun soit tombé sur lui. Cependant, il a été réincarné plus tard en tant que fils surpuissant d'un pauvre noble avec le pouvoir de claquer des joues comme passe-temps. Son père, Casserole, est un Sigma certifié qui a déménagé dans un pays étranger pour poursuivre son rêve inspiré de Minecraft de devenir chef de village et fermier, seulement pour découvrir que la terre était plus sèche que le sens de l'humour de son ex. Cependant, il travailla dur et réussit d'une manière ou d'une autre à cultiver une ferme là-bas. À mesure que Pastry grandissait, Casserole lui apprenait souvent à mieux utiliser son épée, mais le pauvre lâche ne parvint jamais à la maîtriser et rêvassait à la place de ses sucreries bien-aimées, gagnant ainsi le titre de déception de la famille. Lors d'une de ces séances, l'acolyte Cendrillon de Casserole, Feuille, arrive avec la nouvelle que grâce au conseil de jardinage de Pastry, leur récolte de haricots a bien poussé, ce qui fait imaginer à Pastry combien de collations il peut préparer avec cela, tandis que son père réalise qu'un gamin 2 fois plus jeune que lui est un meilleur fermier que lui. En l'inverse, Feuille explique qu'une bande de voleurs se dirige vers eux depuis le comté voisin de Rethès qui n'a pas réussi à les contenir. Pastry s'inquiète que s'ils atteignent leur village misérable, ils ravageront inévitablement toutes les récoltes qu'ils ont travaillé si dur à cultiver et transformeront leur situation déjà précaire en un désastre sans le sou. Feuille estime qu'il faudra 2 mois aux bandits pour atteindre leur village, et Casserole décide que leur seule issue à cet arc potentiel de développement de personnages est de rassembler leurs forces en un seul endroit et de les attaquer avant d'être attaqués. Ils réalisent également qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide au comte Redis malgré le fait qu'il soit la raison pour laquelle ils sont sur le point de se faire botter le derrière, simplement parce qu'ils se soucient trop des apparences et mourraient avant d'être étiquetés comme des perdants incompétents dans la capitale. Alors que ces deux-là discutent de la façon dont cette attaque pourrait potentiellement les ruiner, Pastry est déclenché par le dilemme que cette attaque pourrait détruire toute leur récolte de blé et anéantir son rêve de relancer une chocolaterie réelle en fabriquant autant de sucreries que possible. Feuille remarque la colère de Pastry et suggère de l'utiliser comme leur atout en éveillant prématurément sa magie innée. Et Casserole devient le père du siècle lorsqu'il accepte de traiter son fils comme un bouc émissaire. Plus tard, il parle de cela à sa femme Agnès, et bien que son instinct maternel se manifeste d'abord et qu'elle proteste contre cette idée, une fois que Casserole la manipule suffisamment, son côté otaku se réveille, et elle entraîne Pastry dans le paradis du travestissement en lui faisant un relooking complet et s'extasie sur son apparence adorable. Pastry maudit intérieurement le destin qui lui a donné 5 sœurs et une mère complètement folle. Mais, secrètement, il apprécie ce passe-temps. Plus tard, après que Pastry ait dit au revoir à ses amis Lumi et Marc, Casserole utilise son plan de transport à bas prix et téléporte son fils à la capitale, où Pastry ne peut s'empêcher de saliver devant les tas de fruits et de sucre qu'il n'a jamais vus dans son taudis sans le sou. Son père accepte de lui offrir tout ce qu'il veut une fois sa cérémonie d'éveil magique terminée, et Pastry jette son dévolu sur de belles pommes mûres pour découvrir qu'elles s'appellent des bons cas dans cet univers alternatif. Le voir intéressé par des fruits rares amène l'esprit délirant de Casserole à se demander si son fils est en fait un génie politique, tandis que tout ce que fait Pastry, c'est fantasmer sur tous les desserts aux pommes qu'il préparera une fois rentré chez lui, vivant sans effort à la hauteur du titre de déception familiale. Plus tard, le duo arrive enfin à l'église cérémoniale, où un type louche, qui a l'air de se droguer toute la journée, les accueille et est surpris de découvrir que le célèbre noble sans le sou est venu dans son église pour effectuer la cérémonie d'éveil magique de son fils unique. Il accepte de le faire et attache Pastry dans une camisole de force bien méritée avant de le droguer avec une boisson suspecte et de le laisser dans une pièce sombre et vide. Les jours passent et Casserole commence à s'inquiéter pour sa sécurité, tandis que le pape louche ne fait qu'ajouter à sa misère en mentionnant combien finissent dans des asiles psychiatriques après avoir vécu les horreurs d'être seul dans une pièce sombre pendant des jours. Cependant, la stupidité de Pastry le gère très bien car il a enfin le temps de fantasmer sur les types de sucreries qu'il fera avec les pommes du marché et comment il finira par transformer ce pays fantastique en un pays de dessert à la fin de son arc de montée en puissance. Avec cela, il s'endort, et quand il se réveille, c'est le visage laid de Casserole qui l'accueille au lieu d'une belle fille avec un cheesecake cuit. Bien que déçu par cela, Pastry est heureux d'apprendre que ses réserves de magie étaient si immenses qu'il leur a fallu 2 jours pour se manifester, et il subit plus tard une autre cérémonie pour enfin découvrir quel type de magie il possède. En réalisant qu'il peut effectuer la rare et puissante magie de réplication, Pastry découvre enfin les merveilles de l'armure scénaristique de première main, tandis que Casserole croit que son insignifiant
et le village brisé peut enfin être sauvé. Alors qu'il fait plus tard ses adieux au pape, Casserole essaie de lui fermer sa grande bouche avec un sac plein de pièces d'argent, une somme que le salaud avide juge plus tard insuffisante et jure de chanter les prouesses légendaires de Pastry comme une cruche. Peu de temps après, Casserole achète à Pastry un sac plein de pommes et tous deux partagent les meilleurs ensemble, se promettant de ne pas en parler à Agnès à leur retour à la maison. Idée Varn, de ces quelques jours plus tard, alors que les imitateurs de Homelander ravagent une ville voisine et se plaignent du manque de fils de viande pour les nourrir tous, le chef suggère qu'il se dirige vers le village de Casserole en supposant qu'il doit être riche en termes des deux. Pendant ce temps, Feuille annonce cette nouvelle à Casserole et ils ont presque fait dans leur froc en calculant que les bandits pourraient arriver plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Pour contrer cela, Casserole demande à son facteur personnel d'annoncer cette nouvelle à ses concitoyens, juste pour qu'ils puissent se dépêcher avec leurs contre-mesures. Selon leur plan, ils remplissent d'argile l'approvisionnement en eau de 2 de leurs 3 villages et stockent les récoltes dans leur refuge, espérant affamer les bandits à leur arrivée et les forcer à concentrer toute leur main-d'œuvre sur le village où Casserole sera prêt à attaquer avec son armée de minables et de perdants. Même Pastry, après avoir utilisé la moitié de son neurone, sait très bien que les soi-disant soldats de plomb de son père ne tiendront jamais face à la menace imminente et il réalise qu'ils doivent trouver un meilleur plan. À ce moment-là, ses acolytes maigres apparaissent et font de leur mieux pour embarrasser Pastry en léchant ses bottes pour garantir leur future promotion, seulement pour que le gars obsédé par le sucre les utilise à bon escient. Il leur dit de ramasser autant de pierres que possible car c'est tout ce qu'ils peuvent gérer avec leur cerveau pourri. Et les stupides Damia s'y mettent immédiatement. En ramassant ses ordures, Marc délirant affirme qu'il est bien meilleur que Pastry en termes de force musculaire, juste pour impressionner Lumi, sa nana autoproclamée. Cependant, elle le remet à sa place en admirant Pastry à la place et en lui disant qu'il n'est qu'un personnage secondaire sans valeur. À ce moment-là, leur dispute de couple est interrompue par des bruits de sabots qui approchent, et bien que Lumi prétende qu'il doit prendre des pilules parce qu'il hallucine, Marc l'attrape et court vers le MC cherchant son armure scénaristique pour sauver ses noix. Le père de Marc, qui ressemble à un mannequin à temps partiel de Calvin Klein, ferme immédiatement les portes de leur village. Cependant, tous les soldats de nuit ont instantanément les jambes flageolantes, étant les lâches qu'ils sont, jusqu'à ce que Casserole intervienne avec son Torque no Jutsu et les inspire à arrêter d'être des trouillards. À la suite de cela, Feuille propose de laisser ses faibles se reposer pour la nuit, en supposant que les bandits préféreront attaquer à l'aube. Il explique que comme ils ne connaissent pas leur territoire et ne possèdent pas d'yeux magiques, ils utiliseraient le soleil. Cependant, Casserole pense que leur ventre qui gronde et leurs poches vides les forceront à les attaquer comme des loups affamés, même à minuit. Leurs opinions divergentes les poussent à se tourner vers l'homme le plus sage parmi eux, qui utilise sa bêtise pour conclure qu'ils ont besoin de plus d'informations avant de pouvoir prendre une décision. Pour nourrir son imagination, Casserole part jouer le héros sacrificiel et entraîne Feuille dans le pétrin avec lui, tandis que Pastry devient enfin le grand patron en son absence et commence immédiatement à donner des ordres comme une sangsue d'entreprise. Se rappelant que son père a assez de charisme en tant que personnage secondaire pour esquiver les attaques surprises, il prévoit de le fumer en tirant des flèches enflammées sur lui dès qu'ils entendent l'ennemi approcher et confie cette tâche à sa copine de la friend zone, Lumi. Pendant ce temps, Feuille utilise à nouveau son vélo de 3e année pour obtenir une vue au rayon X des bandits devant lui et Casserole, seulement pour réaliser qu'ils ne sont pas une bande de wannabes fauchés mais un groupe de voleurs professionnels. Alors que le chef des voleurs joue les Sherlock en énonçant l'évidence et explique à ses sous-fifres stupides que leur ennemi les attire exprès vers leur QG, Casserole lance sa première attaque contre eux et blesse beaucoup de ses hommes. Au lieu de contre-attaquer, le chef s'extasie sur ses plans de bataille basiques jusqu'à ce que Casserole manque de charme et retourne à son village suivi de près par les bandits restants. Il s'avère que c'était le plan du Giga Chad depuis le début. Donc, dès que ces idiots s'approchent du village, ils se font fumer par les flèches enflammées prévues par les tactiques de bataille de l'école primaire de Pastry. Pour couronner le tout, Pastry utilise son escouade de tout petits pour lancer des pierres sur les bandits, qui, grâce à l'armure scénaristique et au pouvoir de ne jamais abandonner, finissent par éliminer plus de la moitié des criminels assoiffés de sang entraînés. Cela ne plaît pas au chef de gang et il utilise son petit poignard pour sauter directement dans le territoire des villageois, malgré quelques lâches et un show vidéo essayant de le retenir.
Il leur montre ensuite qui est le vrai patron en condamnant beaucoup des gentils en enfer et finit par s'abaisser suffisamment pour s'en prendre à la véritable source du problème, les enfants agaçants du village. Décidant qu'il y a assez de pleurnicheries dans le monde sans eux, le chef est sur le point de les éventrer, mais Pastry utilise le pouvoir du make pour s'interposer. Le bandit utilise ce geste stupide contre Pastry et le prend en otage. Mais Pastry utilise sa magie de réplication pour refléter la douleur des cicatrices de brûlure d'un homme sur les autres voleurs. Cela fait gémir le type auparavant badass comme un bébé de douleur jusqu'à ce que Mark l'achève en lançant une dernière pierre sur sa tête vide, le mettant officiellement hors d'état de nuire. Le lendemain matin, lorsque la nouvelle de la blessure du fils à maman se répand, Agnès fait une crise hystérique, mais elle est consolée une fois qu'elle apprend que la blessure n'était pas trop grave. Pendant ce temps, Pastry, bien vivant, continue son voyage pour devenir le roi du charme du village et distribue des rations parmi ses villageois très pauvres. Pendant ce temps, Casserole captive les voleurs dans une grange puisque son cul fauché ne peut pas encore se permettre une cellule de prison et prévoit de les envoyer au comté de Rétès pour que ces fainéants puissent sauver la face et lui donner un peu d'argent en compensation. Il distribue ensuite de maigres sous de son budget minable aux villageois en échange de leurs services, y compris Mark et Lumi, qui sont plus qu'émus de recevoir des vieilleries et un sac de grains bien au-delà de sa date de péremption. Avec l'aide de Pastry, les deux ramènent cela chez Mark pour se faire bien voir, et il remporte à la fois le prix du meilleur frère et un peu d'amour maternel. Une fois qu'il est établi comme le héros local de sa maison, il se déplace vers la résidence de Lumi, où la barbe puante de son grand-père l'accueille, et ils finissent tous par profiter d'une fête avec consommation d'alcool par des mineurs. Alors que l'alcool fait rêver Pastry de son chemin vers le diabète, Lumi et Mark s'éclipsent et se dirigent vers la grange prison improvisée dans l'espoir de rencontrer les voleurs maintenant qu'ils sont littéralement des héros, seulement pour que leur carte Nippo soit refusée immédiatement. Cependant, Mark utilise plus tard ses tactiques douteuses pour distraire les gardes de la prison et les faire entrer tous les deux. Une fois à l'intérieur, il rime des durs à cuire misérables d'hier, mais l'épée d'occasion de Mark attire l'attention du chef. Il révèle que cela lui appartenait jusqu'à hier et, une fois qu'il sent de loin les tendances gourmandes de Mark, il propose de l'aider à apprendre à utiliser la magie avec. Malgré les avertissements de Lumi sur le côté louche du type, rien n'arrête le nouveau raccourci de Mark pour atteindre des pouvoirs divins, seulement pour que son imbécilité soit punie par le voleur qui se libère immédiatement et s'empare de son épée. La carte de femme de Lumi ne fonctionne pas non plus contre ce sataniste et il la poignarde avant de s'enfuir avec Mark comme otage. Voyant que le grand patron s'échappe, ses subordonnés demandent à être libérés aussi, seulement pour être traités d'incapables par lui juste avant qu'il ne s'enfuit sur un cheval volé. Dès que cette nouvelle parvient à Pastry, il se précipite aux côtés de Lumi, et après s'être assuré qu'elle est en sécurité, il poursuit le voleur à cheval. En chemin, il se demande s'il peut utiliser son privilège de protagoniste pour forcer un match nul contre le voyou et met sa foi dans les pièges qu'il a précédemment installés dans la forêt. Pendant ce temps, cette nouvelle parvient à Casserole et il se précipite immédiatement pour sauver son enfant à problème, seulement pour que Feuille se mette en travers de son chemin en débitant des conneries sur la politique et comment un criminel en fuite va ternir leur si bonne image publique. D'un autre côté, Mark essaie d'utiliser sa grande gueule sans oreille musicale contre le voleur, ce qui fonctionne étonnamment après les avoir empêtrés dans un piège à souris. Avec la souris à terre, Pastry arrive sur place avec son art ninja du timing parfait et tire son épée sur lui. Alors que leur duel commence, Pastry réalise qu'il est aussi bon que fumé s'il ne s'enfuit pas, mais décide d'utiliser un discours cliché sur le fait qu'il n'abandonnerait jamais son ami pour se motiver. Des heures plus tard, Feuille cherche Pastry dans la forêt, mais ne découvre rien sauf son épée brisée. Supposant qu'il est mort, l'homme Cendrillon rentre chez lui les larmes aux yeux pour découvrir que Pastry est sain et sauf. Casserole ne comprend pas comment son fils Loser a réussi à faire un truc pareil et exige une explication, mais le gamin déclare qu'ils ne pourront pas comprendre avec leur faible QI même s'il l'explique. Lousse. Finalement, il abandonne et révèle qu'il a utilisé sa magie de réplication pour copier la téléportation de Casserole à la dernière minute, seulement pour que le père jaloux lui conseille de ne jamais utiliser ce tour de passe-passe devant qui que ce soit, surtout sur le champ de bataille. Plus tard, il parle à son homme de main inutile de combien tous les chasseurs de fortune autour d'eux essaieraient d'utiliser Pastry comme une arme de guerre si la nouvelle de sa capacité surpuissante venait à se répandre. Le jour suivant, tandis que Mark se lamente sur sa faiblesse, Pastry apparaît et suggère qu'il rende visite à Lumi, maintenant qu'elle n'est plus en train de mourir. Cependant, Mark commence à pleurer à la place, se blâmant pour avoir failli la tuer.
Pâtisserie, qui en a assez de ses crises de larmes de drama queen, lui dit que pleurer comme une petite mauviette ne résoudra pas ses problèmes et que s'il veut vraiment applaudir ses petites fesses, il devra se ressaisir. Plus tard, alors qu'il le traîne chez Lumi, Pâtisserie s'excuse de devenir la troisième roue du carrosse et cache ses abdos solitaires dans la cuisine avec son seul véritable amour, les desserts. Alors qu'il transforme les citrons de la vie en une tarte sucrée au citron et aux pommes, Mark incline la tête devant Lumi et lui demande pardon en lui demandant si elle le laisserait encore la baiser après tout ce qui s'est passé. Juste au moment où elle se demande quoi lui répondre, Pastry revient en professionnel avec sa tarte sucrée et leur en offre un morceau à tous les deux. Alors qu'ils oublient toutes leurs blessures et échecs, Pastry continue avec ses bêtises sur la façon dont différentes pommes peuvent être utilisées pour faire différents desserts, tout comme les humains ont des rôles différents. Il dit qu'il recruterait quand même Mark dans son armée future, malgré le fait qu'il soit un échec total et complet, ce qui l'émeut aux larmes d'avoir enfin décroché un entretien d'embauche. À ce moment-là, le père de Lumi entre en scène avec son partage désactivé et dit à Mark qu'il devra épouser sa fille maintenant qu'il lui a fait une vilaine cicatrice. Lumi accepte immédiatement, sachant très bien qu'elle ne peut pas trouver un homme avec ses melons inexistants, tandis que Mark devient rouge comme une tomate de honte. Alors que tout le monde savoure plus tard la tarte aux pommes ensemble, Pastry réalise qu'il est un pas de plus près de son rêve de créer le pays du diabète, et il jure de rendre tout le monde heureux une fois qu'il aura atteint son objectif. Le lendemain matin, cependant, la crise d'entreprise frappe à nouveau le pays des rêves de Pastry, alors que Casserole se plaint de son compte en banque complètement à sec et du manque de financement pour redémarrer leur vie. Feuille ajoute à sa misère en lui rappelant qu'ils sont connus partout comme des fraudeurs légendaires, c'est pourquoi ils ne peuvent pas non plus espérer obtenir des prêts. Alors qu'il maudit le chef des voleurs en fuite, Pastry demande s'il peut demander de l'argent à ses parents ou à ceux de sa femme pour apprendre que l'incompétence de son père ne s'arrête pas à être un mauvais chef. Mais il a aussi été un fils modèle en coupant tous les liens avec ses parents lorsqu'ils ont refusé de le laisser épouser Agnès. Bien que la vie amoureuse de ses parents n'intéresse pas le moins du monde pâtisserie, Casserole se vante d'avoir fui avec Agnès, et elle a pratiquement perdu toute sa richesse à cause du charme d'un bon à rien. Plus tard, alors qu'il partage ce thé avec ses deux amis, ils ne lui prêtent aucune attention et flirtent entre eux, lui faisant réaliser qu'il a été relégué au rang de troisième roue. Quoi qu'il en soit, comme il a besoin de leurs deux neurones, il reste et demande des idées pour devenir milliardaire du jour au lendemain. Lumi lui conseille de lancer un commerce de tartes aux pommes, et bien que Pastry soit séduit par l'idée, il doit encore sortir son cul fauché du caniveau avant de pouvoir se permettre des pommes. Mark suggère qu'il enseigne la magie, mais Pastry sait qu'il vaut mieux ne pas devenir un enseignant sous-payé pour une bande d'imbéciles. Lumi envenime la situation en traitant Mark d'idiot qui se brûlerait avant d'apprendre à utiliser la magie du feu, ce qui rend Pastry malade de leur dispute de couple. Ensuite, il suggère qu'il utilise sa magie de réplication pour devenir tatoueur, une idée qui l'intrigue vraiment. Excité de devenir le prochain grand groupe emo, Mark et Lumi dessinent des croquis pour leur futur tatouage. Mais Lumi se moque du manque de talent artistique de Mark et du dragon laid qu'il dessine. Énervé, il lui dit d'attendre qu'il lui montre son dragon, mais Pastry intervient et utilise un sort pour copier les croquis sur leurs mains. Tous deux tombent instantanément amoureux de l'apparence des tatouages, et Lumi se demande s'il serait capable de copier et coller autre chose que des croquis s'il essayait. Avec cela, une idée éclaire enfin le cerveau stupide de Pastry, et il appelle Lumi un grand génie, la séduisant instantanément. Rapidement, il se précipite vers ses parents et rappelle à Casserole comment il utilise sa téléportation pour emmener Joséphine, la sœur de Pastry, à des bals et des fêtes afin qu'elle puisse décrocher un mari riche maintenant qu'elle est en âge. Il demande ce que font les parents qui ne possèdent pas de tels pouvoirs et Agnès dit qu'ils dépensent évidemment beaucoup d'argent en voyage. C'est alors que Pastry révèle sa nouvelle idée et utilise la réplication pour peindre un portrait d'Agnès, suggérant qu'il propose ses portraits aux nobles comme un moyen économique d'arranger des mariages. Casserole, dont le manque d'intelligence n'a pas encore permis de produire une meilleure idée, adore l'idée et commence à fantasmer sur le jour où il gagnerait enfin des millions aux dépens de son fils. Pendant ce temps, Agnès demande à Pastry de retoucher sa peau ridée pour paraître moins vieille, ce qui le fait soupirer d'agacement. Avec cette arme cool dans leur arsenal, Casserole et Pastry se dirigent vers le comté de Rhett pour enfin tenir une réunion avec la garce responsable de leur situation actuelle de ruine et de misère. Dès le départ, Casserole essaie de la séduire, mais elle tourne toute son attention vers Pastry à la place, qui est stupéfait de voir à quel point elle est laide avec sa horrible teinture de cheveux. Il s'installe plus tard autour d'une table à thé où Pastry est surpris de voir tous les desserts qu'il aimait autrefois dans l'ancien monde.
Et bien que Casserole fasse de son mieux pour amadouer la comtesse en chantant de faux éloges de ce souper médiocre, Pastry fait très clairement comprendre que cela ne séduit pas son palais supérieur. Cela déstabilise la comtesse, qui ne souhaite rien de plus que de l'impressionner, mais se laisse distraire lorsque Casserole encore parle de l'agriculture et d'autres conneries qu'il fait habituellement. En parvenant enfin à attirer l'attention de Rhéac, il attribue tout le mérite à Pastry, disant que son moi inutile n'aurait pas pu faire pousser ses récoltes sans l'aide de son fils. Profitant de cette occasion, Pastry mentionne que des bandits sont venus et ont détruit tout leur gagne-pain durement acquis il y a seulement quelques jours, et menace subtilement la comtesse de les remettre à l'armée royale pour qu'elle puisse mener une enquête sur leur provenance. Sachant pertinemment que c'était son propre comté, Rhéac réalise qu'elle est fichue. Cependant, elle essaie encore de mentir pour s'en sortir et les défie de trouver la preuve que c'était l'incompétence de son armée. Comme si c'était le moment qu'il avait attendu toute sa vie, Casserole sort instantanément son atout, une épée avec l'emblème de Rhéac qu'un des bandits portait, lui fournissant la preuve qu'elle réclamait. Maintenant complètement acculée, elle propose de compenser les dommages, et après quelques négociations, Pastry parvient finalement à obtenir 150 pièces d'or, un accord qui le satisfait pleinement, mais qui énerve la comtesse, qui réalise que Casserole ne bluffait pas lorsqu'il attribuait à Pastry le moindre de ses succès. Plus tard, alors que cette reine des intrigues fait ses adieux à Pastry, elle lui demande pourquoi il semblait ne pas aimer le thé qu'ils servent, seulement pour que Pastry ne cesse de parler de la façon dont les biscuits servis avaient été trop sucrés et pourraient être améliorés à l'avenir. Quand les oreilles de Casserole commencent à saigner à cause de cela, il se tape la tête et s'excuse auprès de la belle pour lui avoir causé des ennuis. Pâtisserie lui présente ses excuses avec une peinture reproduite d'elle, dont la comtesse devient bientôt obsédée. Le lendemain, Casserole entreprend un autre voyage d'affaires au manoir du duc Kadlecek à l'occasion de la cérémonie de majorité de son petit-fils. Son petit-fils, Squall, qui ressemble plus à une demoiselle, semble avoir bu quelques centaines de shots d'espresso et salue Casserole en bégayant. Kadlecek lui dit de desserrer son pantalon et révèle qu'il vénère pratiquement les récits de bravoure de Casserole, le rendant embarrassé par ce nouveau statut de célébrité. Une fois que tout est dit et fait, Kadlecek prête enfin attention à l'existence insignifiante de Pastry, seulement pour être impressionné par son effort acharné. En fait, lorsque son propre petit-fils se dégonfle devant Pastry, Kadlecek envisage presque de le donner en adoption en échange de posséder Pastry. Le gars qui cherche à se faire remarquer, quant à lui, continue d'impressionner le duc encore plus en lui peignant le portrait d'une bombe sexy avec de gros atouts tout en démontrant sa magie nouvellement apprise. Cependant, avant que le vieux bonhomme puant ne s'emballe, Pastry explique que c'est un cadeau pour Squall de la part du commandant militaire Ubarek qui lui a envoyé le portrait de sa fille, puisqu'il ne pouvait pas leur rendre visite lui-même. La raison en est les menaces de guerre constantes qui entourent son territoire, rendant dangereux pour sa fille Petra de quitter leur manoir. Squall, en revanche, n'écoute presque rien de tout cela, car son Virginia, qui n'a jamais vu de femme auparavant, tout comme vous, tous les losers, tombe amoureux au premier regard et accepte immédiatement de lui rendre visite le mois suivant. Kadlecek, en revanche, se sent agacé par la bêtise de son petit-fils, car il réalise comment l'équipe père-fils essaie d'arranger un mariage entre les deux familles, ce qu'il ne veut pas. Pour bloquer son propre petit-fils, Kadlecek essaie de refuser l'offre en mentionnant le coût du voyage et leur compte bancaire actuellement à sec, seulement pour que Casserole se porte volontaire pour devenir son transport personnel gratuit. Juste au moment où le vieil homme fulmine d'agacement après avoir entendu cela, Pastry le flatte en révélant que Ubarek cherche en fait à établir un lien familial avec lui pour pouvoir éliminer les menaces qui l'entourent en utilisant l'armée impressionnante de Kadlecek pour menacer son adversaire. Le flatté invétéré est instantanément flatté et annonce au public qu'il se rendra personnellement chez Ubarek avec son petit-fils très bientôt. Plus tard, après avoir réussi sa mission sournoise, Pastry traîne à la fête lorsque Squall, dans son état lamentable, le salue et demande s'il y a quelque chose que Petra aime en particulier, comme le stupide. Il commence à jacasser sur les biscuits sucrés qu'elle aime et comment il peut l'aider à en faire. Squall réalise qu'il est trop jeune pour comprendre sa question et lui demande plutôt de modifier le portrait de Petra pour améliorer ses intrigues et la rendre plus sexy, ce qui fait lever les yeux au ciel à Pastry. Ce soir-là, Feuille flatte Casserole pour être un homme généreux et lui demande d'augmenter son salaire. Mais Pastry les interrompt. Le perdant leur apporte 2 lettres, l'une de la maison Kadlecek et l'autre de Ubarek, selon lesquelles Petra et Squall se sont fiancés. Et pour avoir joué les entremetteurs, l'État de Casserole reçoit une somme d'argent conséquente juste au moment où Pastry se demande s'il peut enfin acheter les précieuses pommes qu'il n'a jamais pu se permettre.
Casserole dit qu'ils ne reçoivent pas de charité gratuite, mais devront fournir leurs services pour assurer la sécurité de Petra lorsqu'elle voyagera de sa ville natale à la capitale. C'est parce que son père, ce connard, a des problèmes avec presque tout le monde autour de lui et il pourrait essayer de faire du mal à Petra pour régler leur compte avec lui. Feuille se demande s'il peut simplement la transporter avec sa magie pratique, mais Casserole dit qu'ils ne peuvent pas parce que pour cela, ils devront d'abord stationner des soldats dans la capitale. Pourquoi ils n'ont pas assez de temps? En entendant cela, Feuille suggère de refuser le travail, mais Casserole lui explique instantanément qu'ils ne gagneront jamais autant d'argent de toute leur carrière s'ils ne prennent pas ce travail. Pâtisserie est d'accord avec lui aussi, car il a besoin des sous pour établir son pays du diabète. Alors qu'il force ses deux neurones à réfléchir à la situation, il élabore le plan magistral d'emmener Petra à l'église sous prétexte de sa cérémonie d'éveil magique et de la garder dans le sanctuaire pendant 2 jours jusqu'à ce que ses fiançailles avec le prince Pansy soient officiellement annoncées. Casserole accepte instantanément cela puisque son idiotie ne peut pas trouver de meilleur plan et Pastry essaie de s'éclipser, espérant que cette idée servira de levier contre l'argent qu'il a volé du prix. Cependant, même si son père est complètement retardé en ce qui concerne d'autres choses, il ne plaisante pas quand il s'agit de billets de dollars, et il frappe instantanément son fils intelligent quand il découvre les pommes et le sucre qu'il a commandés. Le lendemain, alors que le père et le fils se dirigent vers la résidence Ubarek pour escorter Petra, Pastry découvre qu'il ne sera pas seulement entouré d'une seule beauté tout ce temps, mais de 2, puisque Petra a une sœur jumelle. La belle femme commence instantanément à flatter Pastry dans l'espoir de recevoir plus de ses biscuits sucrés et aux noix, mais se perdant la repousse en parlant de la qualité de la farine à la place. Une fois à l'intérieur de la calèche, Pastry tente sa chance avec Licorice, la sœur jumelle rebelle, mais elle ne lui prête pas attention non plus. Petra lui fait la leçon pour être plus directe si elle veut obtenir ce qu'elle désire, surtout avec ses intrigues inexistantes. Mais la morose ne fait que se lamenter sur le fait que Pastry ne lui a prêté attention que lorsque Petra a ignoré ses bavardages. Bientôt, Casserole et Ubarek montent aussi dans la calèche et se dirigent vers l'église, suivis par une bande de prétendus Jason Bourne prêts à réaliser le retournement de situation du siècle. Cependant, dès que Casserole descend de la calèche, il sent leur odeur nauséabonde de loin et leur donne une bonne raclée. Un voyou échappe à son regard perçant et s'arrête devant les demoiselles en détresse, mais Pastry lui montre qui est le chef et le bat à plat de couture. Une fois que tous les connards sont bien corrigés, le groupe entre dans l'église où l'attitude de Licorice se fait abandonner par Petra, qui est impatiente de coucher avec Squall. Cependant, Pastry profite de l'occasion pour la séduire avec son charme zéro, et la fille idiote tombe follement amoureuse de lui. Voyant qu'il ne prête pas attention à sa sœur, contrairement à tout le monde, cette fille jalouse regrette de l'avoir ignoré auparavant et décide de mieux le traiter à partir de maintenant. Plus tard, le groupe se dirige vers un endroit louche et sombre pour pratiquer une sorcellerie qui les téléporte instantanément de cette église locale à celle de la capitale. Pendant ce temps, un prétentieux qui ressemble à Michael Jackson sous crack « Tu es une victime !» appelle des fous avides d'argent et leur dit d'enlever une femme pour 10 pièces d'or. Ce type sans emploi est le chef de la maison déchue Armir et dit à son subordonné de capturer Petra avant que ses fiançailles avec la famille Kadlecek ne soient annoncées. Ce Mario joufflu dit à la brindille d'arrêter de le commander et part en mission, seulement pour que ses sbires se demandent pourquoi l'ex-duc s'efforce autant de retrouver son statut noble. Mario explique que cet idiot amer veut soit embarrasser la maison Kadlecek en kidnappant leur héritière, soit épouser la mariée kidnappée pour retrouver son statut de noblesse perdu après que la demoiselle tombe sous le syndrome de Stockholm. De toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Alors, il s'en va. De retour à l'église, Petra a l'impression de mourir par manque d'attention et se plaint de ne pas pouvoir attendre de rencontrer enfin Squall, après avoir admiré son portrait pendant des jours. Pastry, fier de ses talents de marieur, compare cela à la confection de desserts jusqu'à ce que son père le sorte de sa rêverie et lui rappelle qu'il est au travail. Après le retour de Feuille, Casserole explique à Pastry que pendant que Petra sera dans le sanctuaire, il devra emmener Licorice dans la chambre d'amis et l'aider à se détendre, faisant Feuille le taquiner sur le fait qu'il est temps pour lui de perdre sa virginité, tandis que Casserole le réprimande pour avoir rempli la tête de son fils innocent avec des idées salaces. Le fils innocent séduit la fille riche et l'emmène dans la chambre d'amis, mais tous ses plans tombent à l'eau lorsque sa servante constipée devient la troisième roue. Pendant ce temps, le crackhead Michael Jackson boit du vin en imaginant la fin des Kadleceks et Petra se rend au château royal avec son père une fois sa cérémonie terminée.
D'un autre côté, tandis que Pastry essaie de trouver des excuses pour se débarrasser de la vilaine qui l'empêche d'atteindre Licorice, un trou magique apparaît juste sous leurs pieds et Pastry et Licorice y tombent. Même l'entrée héroïque de Casserole dans la pièce ou les larmes de la femme de chambre coincée ne parviennent pas à les sauver. Feuille soupçonne que l'utilisation de la magie est derrière cela, et après lui avoir ordonné d'informer la maison Kadlecek à ce sujet, Casserole saute directement dans le trou, refusant de laisser sa poule aux œufs d'or tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Bientôt, Pastry se réveille dans une pièce sombre et lugubre avec Licorice attaché juste à côté de lui, se demandant dans quel jeu sadique ils sont tombés. À ce moment-là, le coupable lui souhaite bonjour et Pastry lui demande pourquoi il les a kidnappés. Évidemment, le ravisseur ne révèle rien et Pastry est laissé à lui-même, se demandant quand il est devenu si important que des professionnels l'enlèveraient. C'est alors qu'il réalise que c'est Licorice qu'il recherche. Et comme il est toujours aussi insignifiant qu'avant, un faux pas pourrait bien le faire disparaître. Pour confirmer ses soupçons, le méchant Mario le prévient aussi de ne pas agir bizarrement avant de laisser son apprenti les surveiller, tandis que Casserole finit par traverser le trou sans fin. Licorice se réveille aussi et, en voyant Pastry allongé à côté d'elle, suppose qu'elle a finalement applaudi. Cependant, l'idiot de Pastry éclate rapidement sa bulle, expliquant qu'ils ont été kidnappés et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter tant qu'il est là avec son armure d'intrigue impénétrable. L'acolyte baveux de Mario dit à Pastry d'arrêter de faire le dur puisqu'il va de toute façon se faire casser, et le gars obsédé par le sucre suppose que celui-ci est probablement juste un grande gueule et que le gros Mario est le seul à pouvoir utiliser la magie. Avec cela, il joue le rôle d'un fils à maman en détresse et verse des larmes de crocodile pour faire croire à l'imbécile qu'il est un enfant noble en échange duquel ils peuvent recevoir plus de 200 pièces d'or. Ses oreilles avides se dressent rapidement et il avertit Pastry de ne pas raconter de conneries, mais il insiste que si le kidnappeur est aussi un noble, ils peuvent certainement recevoir une belle somme par une négociation. Le prétendu gangster confirme les soupçons de Pastry avec son visage tordu, et Pastry déduit que celui derrière cet enlèvement est le duc d'Armir, en jugeant par l'état délabré de son lieu et la querelle qu'il avait eue avec les Kadlecek il y a environ 10 ans. Pour transmettre cette information à son père inutile, il la grave sur ses robes et les lui envoie. D'un autre côté, Casserole apprend que le père minable de Licorice n'envoie aucun soldat pour son sauvetage car il est trop occupé à lécher les bottes de Kadlecek en utilisant son autre fille, au grand désarroi de tout le monde. Pour ajouter à la détresse de Casserole, la bonne inutile commence à lui faire la leçon sur la parentalité, presque comme s'il se fichait de la disparition de Pastry, pour finalement se faire dire de se taire par son bras droit. Juste à ce moment-là, le ruban de Pastry vole vers eux. Et après avoir appris que le lâche Armir est derrière tout ce drame, Casserole transporte Feuille à la capitale et part chercher Pastry par lui-même. Pendant ce temps, le méchant Mario revient, furieux d'avoir été arnaqué en kidnappant la mauvaise sœur et manque de tabasser Licorice. Cependant, Pastry joue les chevaliers servants pour augmenter ses chances de conclure et reçoit la raclée à sa place. Avec lui à terre, le kidnappeur stupide sort son épée pour en finir avec Licorice, mais elle invoque Pastry avec le pouvoir des larmes qui avertit le kidnappeur de ne plus toucher à sa copine. Maintenant acculé, il calcule à quel point Pastry pourrait être puissant pour éliminer son subordonné et saboter son attaque en même temps. Voyant la retraite comme sa seule option, le lâche essaie de fuir, mais Casserole bloque sa sortie alors qu'il se précipite pour aider. Surprise, enfoiré. Avec son papa à bord, Pastry dit au méchant Mario qu'il n'a plus de moyen de s'enfuir, mais celui-ci sourit et utilise son pouvoir inutile pour creuser un autre trou et s'échapper par là. Après avoir appris à ses dépens qu'il y a toujours un moyen, un Pastry déçu retrouve son père et sa future épouse potentielle juste au moment où Feuille entre avec une autre paire de faibles. Pour ajouter à la détresse de Pastry, l'un de ces salauds attrape Licorice et s'en va en disant qu'il la ramènera à son père bon à rien. Plus tard, Feuille révèle qu'ils ont capturé Armir et Casserole explique comment ce type a été déchu de son titre il y a environ 20 ans, après avoir été découvert comme un rat militaire passant des informations à l'ennemi. Juste à ce moment-là, les sbires de Kadlecek apparaissent et demandent à Casserole de soumettre un rapport sur l'incident qu'il refourgue aux pauvres Feuilles avant de s'échapper avec Pastry pour chercher le voyou en fuite. Peu après, alors qu'il retourne dans le manoir délabré, Pastry utilise enfin son imbécilité pour réaliser que Humpty Dumpty n'a jamais eu assez d'énergie magique pour s'échapper des environs, simplement parce qu'il est un faible déguisé en voyou.
Avec cela, ils retournent immédiatement dans la pièce, seulement pour réaliser qu'il gagnait du temps, caché dans son trou tout ce temps. Avec le père, le fils et le pauvre voyou dans la même pièce, le voyou félicite Pastry d'avoir vu à travers son plan minable et attrape son épée pour les achever tous les deux. Pour lui faciliter la tâche, Pastry se porte volontaire pour un combat en tête-à-tête. Mario le Maléfique sourit et lui assène un coup, espérant l'achever en un seul mouvement, mais son épée se casse en deux. Alors que Pastry gifle ce saint patron de l'échec monumental, Casserole le capture et remercie le ciel de ne pas avoir transmis ses gènes stupides à Pastry en apprenant que ce fanatique de Sherlock a reproduit des fissures sous l'épée de leur adversaire pour gagner leur combat. Un mois plus tard, alors que Squall et Petra deviennent des partenaires légaux, Pastry assiste à leur mariage et demande au duc Kadlecek s'il était celui qui a fourni aux ravisseurs de fausses informations sur l'apparence de la fille et a instigé l'enlèvement de Licorice juste pour pouvoir éliminer la menace qu'il ressentait de la résurrection de la maison Armyr. Bien que le duc refuse de l'accepter, il s'avère être le véritable traître dans toute cette situation, et Pastry utilise cela pour lui soutirer plus d'argent après avoir menacé de révéler cette information au duc Hubert par erreur. Le crétin déjoué accepte d'aider et reconnaît son erreur après avoir maudit l'acte rusé et conspirateur de Pastry. Juste à ce moment-là, la plaisanterie de père, le duc Hubert, se montre et remercie Pastry d'avoir nettoyé son désordre. Il continue en demandant à son idiot s'il a déjà une femme qui l'intéresse, le faisant se demander pourquoi un type d'âge moyen s'intéresse à sa vie amoureuse inexistante. Alors qu'il a la chair de poule, Pastry explique qu'il est bien trop jeune pour tout cela pour l'instant, seulement pour que le duc propose qu'il se fiance à Licorice avant qu'une autre femme ne vienne l'enlever. Alors que tous les autres adultes meurent intérieurement de honte par procuration, les tendances de Pastry à vouloir plaire aux gens rendent difficile de le refuser, bien qu'il essaie toujours de jouer la carte, elle mérite mieux. Hubert demande si c'est parce que sa fille est déficiente d'une certaine manière. Et bien que Pastry veuille mentionner le manque de jus dans ses melons, il reste silencieux pour protéger sa seconde chance dans la vie. Même son père avide accepte cette proposition, et Kadlecek aussi monte dans le train pour profiter du karma instantané de Pastry, lui faisant perdre toute foi en l'humanité. Finalement, même Licorice se présente pour le saluer et le remercie de l'avoir sauvé l'autre jour, ce qui fait que Pastry tombe instantanément sous son charme pour une raison quelconque. Lorsque cette nouvelle parvient à Squall et Petra, il propose de faire un plan à trois avec lui un jour, une offre qu'il refuse nerveusement. Finalement, toute cette flagornerie l'épuise et Pastry profite d'un peu de solitude le soir, mais seulement pour que Licorice gâche cela aussi. Cette garce en quête d'attention se demande si Pastry n'est pas content d'elle, mais il la rassure en lui disant qu'il est soulagé de l'entendre. Elle essaie de le séduire avec ses biscuits sucrés préférés, mais Pastry se rend compte qu'elle a mis du sel à la place du sucre. Pourtant, en bon mari qu'il est, il dévore tout et la félicite même, ce qui la fait sourire de tout cœur. Alors que le soleil se couche et qu'il mange davantage de son échec culinaire, Pastry se promet qu'il la protégera pour le reste de sa vie. Une fois la fête terminée, Casserole fait face à son pire cauchemar et se tient devant Agnès avec ses jambes engelées, expliquant comment leur famille a maintenant une nouvelle fille qui est jolie et appartient à une famille noble. Agnès comprend mal et suppose que c'est Casserole qui a flirté avec une riche fille dans son dos et fait une crise pour se rendre compte de son erreur quand il mentionne les fiançailles de Pastry. Alors qu'elle est submergée par l'embarras, Casserole décide de s'éclipser avec Pastry pour sauver sa peau, sans savoir qu'Agnès est passée en mode fanatique à l'idée d'avoir une autre fille à habiller et à taquiner. Pendant ce temps, Ruthes reçoit la nouvelle des fiançailles de Pastry et perd son sang-froid en le perdant au profit d'une fille sans histoire. Après s'être littéralement brûlée et avoir offert un service aux fans en se nettoyant, elle apprend qu'elle est la fille de la famille Hubarek et déduit que le renard rusé Hubarek a organisé cela pour pouvoir utiliser les nombreux talents de Pastry. Son assistante pense qu'elle raconte des conneries jusqu'à ce que Ruthes explique comment Casserole était fauchée avant que Pastry n'entre en scène et transforme soudainement ses terres stériles en machines à faire de l'argent. Elle calcule que la Terre prospérera encore plus tant que Pastry aura une protection scénaristique dans son arsenal et suppose que Hubarek a dû sentir cela de loin. Pendant ce temps, cette menace de classe mondiale se réjouit des nouvelles fournitures qu'il a extorquées à Kadlecek. Juste à ce moment-là, ses amis toujours affamés entrent en scène pour découvrir qu'il a des arbres, pas des tartes aux pommes, cachés dans toutes les boîtes. Lumi demande s'il prévoit de les nourrir avec des tartes aux arbres, pour apprendre que comme les arbres sont pour planter, c'est ce qu'ils feront. Cela les fait se demander s'il a finalement dévié de son rêve de devenir diabétique, pour apprendre qu'il veut utiliser ces arbres pour attirer les abeilles et produire du miel.
Ses subordonnés soutiennent cela, mais Pastry mentionne qu'ils ne peuvent pas encore tenter ce coup car leur territoire est plus sec que le Sahara. Pour résoudre ce problème, il change encore de carrière et prévoit de créer des réservoirs d'eau exactement comme ils le font dans les régions montagneuses. Pendant ce temps, Casserole et Feuille comptent les sous qu'ils ont économisés cette année pour se rendre compte qu'ils ont réalisé un petit profit après 20 ans d'échec de classe mondiale. Casserole loue son fils envoyé par Dieu pour cette bénédiction et humilie son ego pour remercier Feuille, du carburant pour rester avec quelqu'un d'aussi inutile que lui. En entendant cela, Fuel lui dit qu'il est trop tôt pour célébrer puisque leur nouveau village est encore en développement et que plus de 40 personnes sont en route pour l'habiter. Pour ajouter encore plus de stress à son cul caféiné, il l'informe que sa soi-disant bénédiction est en route vers le nouveau village avec ses partenaires de crime pour créer encore un autre problème pour lui. En entendant cela, alors que Casserole maudit le jour où il a créé Pastry, l'enfant à problème devient Saitama avec des cheveux et perce un trou à travers les montagnes, en copiant la magie de Mario le Maléfique. Alors que la transition de One Punch Man atteint son accro, Pastry commence à traiter les montagnes comme son sac de frappe jusqu'à ce qu'il réussisse à creuser un réservoir d'eau. Il explique ensuite comment, une fois qu'il pleuvra, ce fossé retiendra l'eau pour eux et nourrira les arbres qu'ils planteront autour des bords. Avec cela, il se laisse emporter dans ses rêveries et imagine à quelle vitesse il établira son pays du sucre, seulement pour que Mark éclate sa bulle et attire son attention sur un casserole en colère qui est prêt à lui botter les fesses avec un Chidori piraté. En même temps, la reine des intrigues fait une crise parce qu'elle n'est pas assez jeune pour frapper Pastry sans se faire arrêter, ni n'a de fille à marier dans un mariage politique. Alors qu'elle s'enivre de plus en plus de thé, Rites conclut finalement que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'elle doit se faire une place d'une manière ou d'une autre. Quelques jours plus tard, une fois que Pastry a créé un canal fonctionnel pour le nouveau village et a atteint le statut de célébrité, une lettre arrive pour lui que sa sœur suppose être de sa fiancée. Il se fait des illusions pour être ensuite déconcerté par l'écriture de Rites qui l'invite à une fête de thé, se demandant pourquoi elle fait soudainement un geste aussi suspect. Plus tard, il rentre chez lui avec son air arrogant pour embêter Fuel et apprend que son père nomade est reparti pour la capitale. Cependant, juste au moment où il commence à expliquer la situation louche à Fuel à sa place, Casserole apparaît comme un fantôme et lui dit d'arrêter de s'inquiéter des femmes qui pourraient le mettre en prison et de se concentrer sur celles qui le rendront riche, par exemple, sa propre fiancée. Alors que Licorice apparaît à l'improviste, Pastry apprend de Casserole qu'elle va rester avec eux pendant un certain temps, ce qui le fait se demander s'il va enfin pouvoir applaudir des pêches. En réponse, Licorice lui lance seulement un regard suspect qui fait frissonner son cul expérimenté pour une raison quelconque. Les rumeurs sur la fiancée de Pastry se répandent comme une traînée de poudre, au point que l'ami commence à imaginer une femme plus âgée, mature et voluptueuse qui a Pastry sous son emprise, exactement le contraire de la réalité. D'un autre côté, le perdant l'emmène dans son paradis secret, qui n'est pas sa chambre, mais la cuisine où il prépare ses douceurs bien-aimées. Pendant ce temps, le subalterne d'Hubert demande pourquoi il a envoyé sa fille au village misérable de Casserole, même si elle n'est pas encore officiellement fiancée à Pastry. Le stratège rusé explique qu'il l'a fait pour contrer les tactiques que la reine des intrigues bon marché utilise pour atteindre Pastry. Maintenant qu'elle l'a invité à cette couverture qu'elle appelle « une fête du thé ». De plus, comme il soupçonne qu'une guerre est sur le point d'éclater avec leurs voisins, la famille Luthoroth, il a utilisé ce qui restait de son amour paternel pour l'envoyer en sécurité. De retour au village, Licorice s'extasie devant la cuisine de Pastry dans l'espoir de le séduire et le harcèle sur ce qu'il prépare, pour apprendre qu'il prépare quelque chose pour la comtesse. Finalement, après avoir posé des questions stupides sur le fait que le sucre est du sucre et que les pommes sont des pommes, Licorice le pousse à expliquer à quel point ils sont fauchés pour ne même pas pouvoir se permettre 1 kilo de pommes et comment il a dû renoncer à son argent de poche pour nourrir une femme qu'il ne va même pas applaudir. Plus tard, alors que Pastry a fini son sirop sucré, il l'étale sur une plaque, ce qui fait se demander à Licorice pourquoi il l'étale si joyeusement et pas ses jambes. Finalement, alors que le sirop durcit, Pastry montre ses compétences artistiques d'école primaire et y dessine des formes, charmant Licorice avec de maigres chats, chiens et lapins. Cela fonctionne car, comme toute demoiselle en détresse, elle est satisfaite du strict minimum et ne peut s'empêcher de désirer Pastry, qui a l'air innocent et heureux lorsqu'il est concentré. D'un autre côté, tandis que Pastry refuse de passer à l'âge adulte avec Licorice, sa mère, sa sœur et ses amis, qui jouent aux espions professionnels derrière les portes, se sentent de plus en plus frustrés de voir à quel point il est stupide de ne pas profiter de cette occasion en or pour coucher avec elle. Pastry, quant à lui, prépare des pommes d'amour pour que Licorice les suce, car il est bien trop tôt pour qu'elle essaie son aubergine.
Une fois qu'il a établi qu'elle n'est pas encore prête, Pastry sort pour faire venir ses amis pour une dégustation, seulement pour découvrir qu'il l'espionne depuis Dieu sait combien de temps. Joséphine et Agnès fuient instantanément les lieux, laissant Marc et Lumi faire face à la colère de Pastry. Cependant, tout ce que ce faible parvient à faire, c'est de les empêcher de goûter ses pommes. Quelques jours plus tard, le jour J arrive, et tandis que Pastry imagine comment il va sauver l'économie en vendant tous les meubles coûteux de Rhett, la servante constipée de Licorice lui fait la leçon sur le fait qu'il doit se concentrer davantage sur le cul ennuyeux de Licorice que sur les sucreries et l'argent. Cela se retourne contre lui, car il se tourne plutôt vers le portrait séduisant de Rhett, se demandant pourquoi elle l'a exposé si ouvertement. À ce moment-là, le rat de la comtesse s'approche de Pastry et le salue, lui envoyant des menaces subtiles sur la façon dont il devrait se comporter. Cependant, cela fonctionne car tout ce qu'il comptait faire aujourd'hui était de promouvoir sa nouvelle entreprise. Il utilise le statut noble de Licorice pour obtenir toute l'attention dont il a besoin pour cela et exhibe son bocal plein de bonbons durs. Les nobles stupides qui n'ont jamais vu une telle merveille sont immédiatement conquis, y compris le rat d'avant qui se croyait un dur à cuire. Une fois que tout le monde est euphorique à cause du sucre, Pastry essaie de les soudoyer pour réduire les taxes sur les produits sucrés en échange de ses bonbons gratuits, mais Rhett arrive au pire moment et ruine son plan. Cette nana, avec ses melons juteux, attire instantanément l'attention de tout le monde au point que la jalouse Licorice ressent le besoin de se présenter à elle dans l'espoir de la menacer de rester loin de son homme. Cependant, son homme chétif ne peut détacher ses yeux de la reine des intrigues et la suit instantanément lorsqu'elle demande une audience privée. Une fois seule, Pastry mentionne à quel point elle a l'air sur ses gardes, ce qui pousse Rhett à expliquer que c'est parce qu'elle est une femme fragile en compagnie d'un utilisateur de magie. Pastry ne comprend pas comment, surtout qu'elle a assez de forme aux bons endroits, mais elle passe outre et se met au travail. Il commence par la séduire en exploitant sa gourmandise et révèle ensuite qu'il prévoit de cultiver la matière première pour ses douceurs, le sucre et le miel, dans son village. Rhett refuse de croire qu'il peut le faire sur une terre si aride. Mais, sachant à quel point son armure scénaristique fonctionne bien, elle craint qu'il ne réussisse. La garce rusée prévoit alors de voler l'avenir grandiose qu'il envisage et accepte de l'aider dans son entreprise, rendant Pastry reconnaissant envers elle. D'un autre côté, alors que Pastry devient le sujet de conversation de la ville, Licorice commence à se sentir jalouse, alors que son esprit paranoïaque imagine ce qu'il pourrait faire avec une fille aussi sexy que Rhett comparée à son approche de la vie aussi plate que la justice. Alors que son anxiété sociale se manifeste, Licorice quitte la salle pour retourner dans son espace sûr. Pendant ce temps, alors qu'il rêve de gagner de plus en plus d'argent avec ses bonbons, Rhett demande à Pastry à propos de Licorice et comment il l'a sauvée de son ravisseur. Elle se demande s'il l'aime, et bien que Pastry devienne rouge comme une tomate, il est trop lâche pour l'admettre. Cela lui donne une ouverture, et elle l'utilise pour enlacer Pastry par derrière, pressant sa poitrine contre lui et lui disant qu'elle ne le relâchera pas tant qu'il n'admettra pas ses sentiments pour Licorice. Pastry, qui n'a jamais senti une fille d'aussi près, perd toute son énergie alpha et commence à céder, seulement pour que Licorice les surprenne à la toute dernière seconde, assurant ainsi le succès instantané du plan sournois de Rhett. Dès que Pastry réalise qu'il a gâché sa chance de coucher et de devenir riche, il se précipite après Licorice, dont le cœur brisé la force à fuir. Sa servante snob essaie de demander à Pastry comment il a pu séduire une fille aussi canon avec son charme absolument basique. Mais il dit à la vieille sorcière de se taire et court après Licorice. Il la trouve en train de pleurer dans le jardin et tente de s'excuser, seulement pour qu'elle passe le test de la fille la plus manipulée et se plaigne de ne pas être assez bien pour lui et qu'elle comprend pourquoi il choisirait les atouts de Rhett plutôt que sa planche plate. Elle pleure encore plus et se compare à sa sœur belle et confiante, se sentant encore plus nulle jusqu'à ce que Pastry utilise sa carte de persuasion et lui dise qu'il l'aime telle qu'elle est. Comme s'il n'était pas en train de câliner une autre fille, il y a quelques instants, il lui demande de lui faire confiance. Et étant la cruche qu'elle est, Licorice hoche la tête. Maintenant, pour lui redonner le sourire, Pastry se téléporte chez lui tandis que tout le monde s'inquiète de sa vie amoureuse qui coule à sa place. Il revient après un moment, et juste au moment où Licorice s'attend à ce qu'il sorte un bouquet, il arrive avec une autre de ses pommes d'amour. Il explique comment il a fait celle-ci juste pour elle puisqu'elle a un petit cœur gravé dessus. Arrête de mentir. Déjà fatiguée de son obsession pour le sucre, elle abandonne et croque dedans, seulement pour se rappeler de leur première fois ensemble dans la cuisine. Cela la touche aux larmes, et en voyant cela, Pastry lui explique comment les pommes d'amour sont aussi appelées pommes d'amour. C'est pourquoi il a utilisé cela pour y verser tout son amour.
Alors qu'elle se demande si une pomme enrobée de sucre et des balivernes sucrées sur l'amour devrait suffire à pardonner l'infidélité, Pastry la charme et lui demande de lui faire confiance à nouveau. Perdue face à ce séducteur, elle lui pardonne et le remercie pour la friandise. Cependant, alors que Pastry saisit l'occasion pour faire avancer leur intrigue, la femme de chambre coincée s'interpose et emmène Licorice. Laissé seul dans la nouvelle recrue, la compagnie de Nicolo, Pastry devient gêné alors qu'il le taquine sur son personnage de séducteur et finit par activer son Susanoo de seconde zone, menaçant Nicolo de doubler sa charge de travail en plus de son maigre salaire si jamais cela se sait. En rentrant chez lui, Pastry est immédiatement attaqué par sa mère, qui le taquine sur le fait qu'il travaille dur pour applaudir les nobles pêches de Licorice. Elle le relâche momentanément de son étreinte de sumo lorsque Licorice apparaît, seulement pour le saisir et s'enfuir une fois que la reine des potins réalise qu'il a dû rapporter beaucoup de thé épicé de la véritable fête du thé. Après qu'elle l'ait épuisé jusqu'à l'os, Fuel l'aide à se remettre avec encore une tasse de thé et découvre que Pastry a préparé des papiers d'emballage de qualité spéciale pour expédier ses bonbons bien-aimés dans une tentative de se venger de Rethès pour avoir saboté son chemin vers la noblesse riche. Quand Rethès entend cela, elle fait une crise hystérique et se plaint de la dernière rumeur selon laquelle elle les aime jeunes. Son conseiller aussi inutile qu'un déchet n'aide pas non plus alors qu'il parcourt ses récentes propositions de mariage, dont la plupart viennent de gamins de 10 ans. D'un autre côté, le conseiller d'Hubert, qui ressemble à un dieu grec, l'informe de l'armée de 30 000 hommes de Luthoroth et de la façon dont il frappera avant qu'il n'officialise le mariage de Petra avec Squall, s'assurant que les cas de l'échec ne les aident pas. Réaliser à quel point il serait cuit si cela arrivait, ce rapeureux écrit une lettre pour implorer l'aide des Kadlecek. Pendant ce temps, Pastry compte ses profits sans fin et dit à Fuel qu'il utilisera cet argent provenant de la vente de sucreries et de photos pour acheter 100 chèvres, les traire et faire du fromage pour élever ses desserts. Fuel lui rappelle comment ils ont autrefois amené des chèvres il y a des années, seulement pour que leur terre stérile manque d'herbe pour elles. Cependant, comme Pastry est arrogant comme pas possible, il croit que cela n'arrivera pas maintenant qu'il a créé des réservoirs d'eau. En fait, il veut élargir leurs horizons et amener aussi des poules et des vaches. L'idiot de conseiller se demande s'il veut vraiment manger de la viande de poulet, seulement pour que Pastry le défie de ne jamais toucher à ces précieux poulets car ils sont nécessaires pour les œufs, qui sont à leur tour nécessaires pour préparer des gâteaux et des flans, sa véritable bouée de sauvetage. Après cela, il traîne ce type inutile à une autre séance de dégustation et lui montre un nouveau type de sirop sucré végétalien qu'il a préparé, que Fuel trouve excessivement sucré, confirmant que Pastry a effectivement atteint son objectif. Plus tard, il engage Marc et Lemmy pour une autre session de travail non rémunérée, alors qu'ils préparent un presse-agrumes pour extraire plus de ce sirop. Licorice se montre pour les agacer, tandis que Lemmy a du mal à atteindre la tête de la tige et que Marc la critique pour son poids. Cela l'énerve, alors qu'elle serre sa tête entre ses jambes. Ils trébuchent tous et tombent, cassant la poignée du presse-jus dans le processus. Après cet échec, Licorice donne son avis et explique comment ils peuvent utiliser quelque chose comme un pressoir à vin à la place, une idée que Pastry aime instantanément. Il rentre rapidement chez lui pour que son père s'occupe encore d'un de ses passe-temps bizarres, seulement pour se confronter à la réalité lorsqu'il se retrouve face à lui et apprend que la guerre a finalement éclaté. Il explique que les voisins de la maison Hubarek, les fichus Luthoroth, ont annoncé qu'ils enverraient leur armée pour botter les fesses des premiers dans quelques jours, une révélation qui effraie Pastry. Quelques jours plus tard, alors que Pastry prépare une crème blanche suspecte, son père et ses hommes transpirent lors d'une séance d'entraînement fanservice, spéculant sur le fait que fouetter de la crème pendant des heures est peut-être un nouveau stratagème secret pour se muscler. Pastry sourit et montre son corps musclé donné par Dieu, expliquant que fouetter ne développe pas les muscles. En fait, son régime pour le diabète non plus, qui manque de toute forme de protéines. Cela énerve Casserole et il lui dit de prendre sa santé chétive au sérieux. D'autre part, l'armée de Luthoroth se rassemble dans sa tente où il calcule comment Hubarek a dû flairer leur affirmation selon laquelle une armée de 30 000 était totalement bidon et donc il n'a pas encore appelé l'armée de Kadlecek. Le général soupçonne que soit Kadlecek l'a refusé quand il en a eu assez de nettoyer après ses erreurs, soit Hubarek est devenu trop arrogant et ne l'a jamais demandé. Luthoroth en déduit que c'était le dernier, puisqu'il doit sauver la face et repousser une armée de seulement 10 000 à lui seul. Alors qu'il se demande comment faire, un de ses soldats apporte la nouvelle que Squall réside actuellement dans la maison Hubarek, ce qui le fait sourire comme un diable à mi-temps.
D'un autre côté, tandis que Pastry s'entraîne encore plus dur pour devenir la parfaite femme au foyer, Licorice entre dans la cuisine et essaie de marquer un point avec lui en mentionnant que toutes les guerres dans le monde auraient pu être évitées si tout le monde aimait les sucreries autant que Pastry, car alors il serait trop occupé à combattre le diabète pour se tirer dans les pattes. Cela le conquiert instantanément, et Pastry lui dit qu'il la récompenserait avec un cheesecake dès que ses chèvres tant attendues seraient livrées. Plus tard, cependant, tous ses rêves s'effondrent lorsque ses chèvres sont volées par un autre escroc qui semble les avoir toutes mangées. Allez, mec. Le marchand explique comment il a été menacé par ces hommes et forcé de vendre les chèvres de Pastry à lui. Casserole déclare qu'ils devront simplement encaisser, puisque la guerre en cours va certainement aggraver les choses pour eux dans les prochains jours. Cependant, Pastry ne peut pas le supporter et sort pour dire ses 4 vérités à ce crâne rasé, seulement pour être arrêté par Casserole, qui lui rappelle que le baron n'a pas volé ses chèvres, mais les a payées, c'est pourquoi il ne peut rien accomplir, même s'il traîne son pauvre derrière jusqu'à son manoir et pleure toutes les larmes de son corps. Feuille, quant à lui, utilise son méga-esprit pour suggérer qu'il rejoigne l'armée de Ubarek comme renfort pour monter plus haut sur la liste de priorité des provisions et récupérer leurs chèvres du baron de cette manière. Casserole aime aussi cette idée et Pastry est tellement motivé qu'il se transforme en Super Saiyan. Alors que leur armée se met en route, Marc se plaint de ne pas pouvoir y aller aussi, seulement pour que Lumi le traite de perdant minable qui aurait ralenti tout le monde. Licorice, quant à elle, est contrariée par le départ soudain de Pastry, mais il s'excuse et dit qu'il ne peut s'empêcher de choisir ses précieuses chèvres plutôt que son derrière plat. D'un autre côté, Squall établit le record de simping le plus élevé en s'extasiant devant le portrait de Petra, puis son apparence arc-en-ciel. C'est alors que Hubarek entre et taquine Squall sur l'amélioration de ses talents de séducteur, mais leur moment familial amusant est gâché par le dieu grec, qui fait irruption et informe Hubarek de l'arrivée imminente de l'armée de Luthorut. Du côté positif, cependant, quand il apprend qu'il s'agit seulement de 10 000 personnes, il croit que son armée peut les affronter et dit à Squall de se préparer à enfin devenir un homme et à diriger une de ses unités en première ligne. Comme ce froussard n'a jamais mis les pieds sur le champ de bataille auparavant, il est presque mort de peur, mais accepte quand il réalise qu'il peut impressionner Petra avec le charme d'un militaire. Pendant ce temps, le salaud rusé aux dents de requin prévoit de déchirer les Ubarek et les Kadletchek en attaquant Squall, qu'il s'attend à voir sur le champ de bataille. En même temps, Squall se dirige vers le champ de bataille habillé comme un mannequin Gucci et tient la photo de Petra. Quelques heures plus tard, Pastry et Casserole arrivent au manoir de Hubarek et en discutant de son plan de bataille, Casserole a l'impression que quelque chose cloche dans la formation ennemie, mais son imbécile ne peut pas dire quoi. Pastry utilise le pouvoir du MC pour le comprendre magiquement et expliquer comment les ennemis qui devraient se préparer à attaquer sont en position défensive. Cela aide Casserole à expliquer comment, s'il était le cerveau, il utiliserait de plus petites unités pour tendre plusieurs embuscades à l'ennemi, en particulier à leur première ligne. C'est alors que Hubarek réalise que son instinct de bataille défaillant n'a pas perçu cela, et qu'il a envoyé Squall sans le savoir, à l'endroit parfait pour une embuscade. En entendant cela, Casserole et Pastry se précipitent immédiatement pour sauver son existence faible et pitoyable. Pendant ce temps, juste au moment où Squall pénètre dans le territoire ennemi, les forces de Luthorut entourent complètement son armée, et Squall réalise qu'il est aussi bon que de la viande fumée maintenant. Ses hommes lui demandent des ordres, et il finit par leur dire de battre en retraite, pour se rendre compte que cette option est désormais dépassée, et que son seul choix est de se battre. Cependant, juste avant qu'il ne se précipite avec son imbécilité et ses muscles chétifs, Casserole et ses hommes ravagent le champ de bataille, et Pastry arrive pour sauver Squall juste avant qu'il n'éclate en sanglots. Une fois la bataille terminée et Squall sauvé, il se tient main dans la main avec Pastry comme des amants maudits et exprime sa gratitude pour être ensuite horrifié par la vue de tous les soldats tombés à cause de lui. Pendant ce temps, Luthorut se mord les lèvres en acceptant amèrement la défaite après avoir appris que le rusé Hubarek a apprivoisé une bête de combat comme Casserole. D'autre part, alors que Squall rentre chez lui, Hubarek est heureux de ne pas avoir accidentellement rendu sa fille veuve et dit qu'il restera à jamais redevable à Pastry. Lui et son père mentent sur le caractère héroïque de Squall sur le champ de bataille, mais comme il sait qu'il n'était qu'un faible, il prend congé pour se reposer. Juste à ce moment-là, Petra arrive, toute malade d'inquiétude, seulement pour être repoussée par l'apitoiement de Squall, qui lui dit qu'il a besoin d'être seul. Le voyant écrasé par le poids de la défaite, Petra s'inquiète de voir que c'est la première fois qu'elle le voit faire autre chose que l'admirer, et se demande ce qu'elle peut faire pour aider, étant aussi inutile qu'elle l'est.
Casserole se tourne vers Pastry et lui rappelle comment il a sorti Mark de la dépression une fois et se demande s'il peut faire de même pour Squall. Cela le fait se demander ce qu'il peut bien accomplir avec son cul plat que Petra ne peut pas, même avec ses énormes canons de scénario pour se rappeler ce que Lekora a dit. Il réalise que les douceurs sont toujours meilleures que les amertumes et avec cela, il se met à préparer un autre chef-d'œuvre culinaire. Bientôt, tandis que Hubarek organise une grande fête de célébration et que Squall boude tout du long, Pastry pétrit sa pâte et beurre ses pommes pour créer le dessert parfait. Voyant à quel point Madame a l'air moche, Casserole essaie de lui remonter le moral pour qu'il soit fier de son minable lui-même, seulement pour qu'il se rappelle encore et encore du carnage. Juste à ce moment-là, Pastry arrive et enfonce le couteau dans la plaie de Squall, déjà peu sûr de lui en flattant son stupide beau-père. Cependant, il oublie toute son insignifiance dès que Pastry dévoile sa tarte tatin et tend une assiette à Squall en expliquant comment ce plat est inspiré par son échec de classe mondiale. Quand Squall ne comprend pas, il explique que ce plat était une version ratée d'une tarte aux pommes qui est née parce que le créateur a oublié de mettre la pâte au fond et a dû la placer sur les pommes. Cela fait plus de mal que de bien, car Squall commence à se sentir encore plus mal, seulement pour que Pastry explique comment un échec peut engendrer des miracles aussi beaux qu'une tarte tatin, c'est pourquoi il ne devrait pas ressasser le sien. Cela rappelle à Squall ses traumatismes familiaux et comment on lui a toujours fait la leçon de ne jamais échouer. C'est alors que Petra intervient et lui dit qu'elle n'est rien d'autre que fière de lui de rentrer sain et sauf, même si c'était au-dessus de 100 cadavres innocents. Son discours finit par l'atteindre et il promet de devenir un meilleur leader à l'avenir avant d'ignorer Pastry, son véritable sauveur, et d'inviter le moche à boire un verre avec lui dans le jardin. Plus tard, Pastry rentre chez lui avec tous les cadeaux qu'il a amassés de Dom Hubark et informe Feuille que son père est resté avec le duc pour racheter toutes ses chèvres volées et ruiner ce qui reste du baron escroc. Voir son expression effrayante donne des frissons à Cendrillon juste au moment où Casserole revient. Il emmène Pastry pour l'aider à téléporter tous les animaux qu'il a récupérés, seulement pour que Feuille découvre qu'il a pratiquement ramené un zoo entier dans leur pauvre petit village. Le sadique révèle en plus comment il a dupé le baron en achetant les chevaux pour lesquels il avait payé une avance, juste pour qu'ils subissent la même humiliation. Suite à cela, Pastry crée avec succès un écraseur de vin pour produire son sirop sucré et sort même avec Licorice pour un rendez-vous dans la capitale, tandis que Rétès ne peut s'empêcher de fulminer contre l'audace de Pastry tout en admirant son charme en même temps. Quelques jours plus tard, il tient enfin sa promesse à Licorice et lui prépare un cheesecake qu'elle ne peut s'empêcher d'adorer absolument. Cela nous amène à la fin des aventures sucrées de Pastry. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Confondons les faux fans en commentant RIP Pastry ci-dessous. En attendant, cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos. À la prochaine, restez génial, restez AniGeek.